Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Une petite vidéo à la cool destinée à vous conseiller quelques films sud-coréens récents. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? En fait parce que en allant me balader un petit peu sur les forums consacrés au cinéma, j'ai vu un certain nombre de sujets par rapport au cinéma sud-coréen. Et quand on parle des films sud-coréens récents, on parle un peu toujours des mêmes, à savoir Battleship Island, Le flic, le gangster et l'assassin, ce genre de films qui sont évidemment sortis en France, donc c'est assez logique qu'on en parle. Mais il se trouve que j'estime que ce n'est pas les films sud-coréens les plus intéressants à avoir été produits récemment. Donc je me dis que ça vaut peut-être le coup de mettre l'accent sur d'autres films qui, à mon avis, méritent davantage d'être connus et reconnus. Et donc voilà, je vais vous en proposer une petite sélection, 7 d'entre eux, avec une petite présentation très courte afin de vous y intéresser et j'espère de vous pousser à les voir. Le premier d'entre eux, c'est Single Rider, réalisé par Lee Joo-young en 2017 et avec Lee Byung-hun en acteur principal. Alors je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup parce que c'est vraiment le type de film qu'il ne faut pas spoiler. Mais en gros, le principe de départ, c'est Lee Byung-hun qui joue un petit cadre supérieur d'une société de placement qui a le vent en poupe, qui est destinée au meilleur avenir. Mais la société en question fait faillite et précipite dans son sillage la faillite d'un certain nombre de petits épargnants. Donc sa carrière est brisée et il va en Australie afin de retrouver sa femme et son fils qu'il avait envoyés là-bas afin d'apprendre l'anglais et d'ouvrir des perspectives d'avenir en ce qui les concerne. Comme vous le voyez par rapport au rapide synopsis que j'ai fait, c'est un drame ici. Et donc c'est un drame assez malin, assez bien fait. Le film traite des questions d'émigration, d'accomplissement de soi, du rapport aux autres, de la notion de couple. Donc beaucoup d'éléments assez sérieux, assez complexes. Donc évidemment le ton du film n'est pas à la rigolade, c'est très sérieux, mais c'est fait avec un soin réel et des très bonnes performances de la part des acteurs, et dont en tête évidemment Lee Byung-hun. Le fait que ce soit filmé en Australie également joue beaucoup dans l'appréciation du film. Ça apporte un petit côté un peu différent du drame sud-coréen habituel. Ça évite également un certain nombre de clichés. Il n'y a pas deux premiers actes qui sont un peu légers, un peu sympas, et un dernier acte à la fin où ça part dans le mélodrame. Non, ici on est dans un drame du début jusqu'à la fin. Alors il y a quelques petites surprises, heureusement, donc pour permettre de conserver l'attention du spectateur, mais je ne vais pas vous les spoiler. Une autre qualité du film, c'est qu'il est court en fait, à peine un peu plus d'1h30, si ma mémoire est bonne. Et donc ça permet vraiment d'aller à l'essentiel, il n'y a pas beaucoup de gras, et c'est tant mieux, c'est pas un film qui mériterait d'avoir du gras. Il traite de ses sujets, il le fait bien, et il cherche pas à en faire plus. Il reste sur ses personnages, et il a bien raison de le faire. Et comme ça lui permet d'avancer droit au but. C'est très touchant, et donc très recommandé. Le second film à vous recommander, c'est A Day, réalisé en 2017 par Jo Sun-ho. Je suppose que vous connaissez tous Un jour sans fin, donc c'est une boucle temporelle, avec Bill Murray dans le rôle titre. A Day, c'est un peu pareil, mais là où Un jour sans fin faisait un mode comédie, A Day, lui, il est un peu en mode polar thriller. Et ça marche vraiment bien. Le film est très bien construit dans son scénario. Évidemment, le but, ça va être de savoir comment est-ce que le personnage va réussir à sortir de la boucle. Le film est très bien structuré. On a 3 actes bien distincts. À chaque fin d'acte, on a un nouvel élément qui est apporté et qui renvoie le film dans une nouvelle direction. Donc on a toujours notre attention maintenue par ces rebondissements. D'autant plus que le film fait 1h30, donc on a vraiment un rythme super bien tendu, super bien maintenu tout le long du film. C'est tendu, c'est nerveux, c'est bien mené. On est tout le temps en attente de ce qui va se passer, donc vraiment une réussite. J'ai juste un petit bémol sur le 3e acte du film qui fait un peu dans le larmoyant et dans la saccharine. Je trouve que c'est pas ce que le film a de meilleur à proposer, mais les 2 premiers actes ont été tellement réussis, on est tellement dans le film qu'au final, on est prêt à passer sur les petites scories qu'il peut y avoir dans le 3e acte. 3e film à vous conseiller, c'est Midnight Runners, réalisé en 2017 par Kim Joo-hwan. De base, Midnight Runners, ça semble être un buddy movie à l'américaine avec 2 personnages un peu différents qui vont apprendre à s'apprécier. D'un côté, il y a l'intellectuel, de l'autre, il y a le sportif. Il y a un peu de ça, mais ça réussit à éviter les pièges de ce type de film. On ne tombe pas dans la démarche habituelle. Normalement, le buddy movie classique, pendant 1 heure, les personnages se détestent, ont du mal, et puis finalement, ils apprennent à s'apprécier, et à la fin, ils collaborent ensemble. Ici, en fait, ils s'apprennent à s'apprécier assez vite,
Et en fait, il collabore très rapidement au bout d'une vingtaine de minutes et pendant tout le reste du film. Mais il y a une très bonne alchimie entre les deux personnages. On a vraiment l'impression qu'ils s'entendent bien. Ça donne un duo très sympathique, très attachant. Et le film, en fait, le concept du film qui est assez sympa, c'est que les deux personnages sont des apprentis policiers. En fait, ils vont à l'académie de police de Séoul. Et ils se retrouvent en fait à être témoins d'un kidnapping. Et ils essayent de l'élucider le plus vite possible, parce que les chances d'élucider un kidnapping étaient particulièrement plus importantes d'un point de vue statistique si elles avaient lieu dans les 3-4 premières heures qui suivaient le dit kidnapping. Et donc ils vont se retrouver en fait à utiliser tout ce qu'ils ont appris à l'académie de police dans un environnement réel, et ça donne des résultats à la fois un peu marrant, mais aussi assez bien vu dans la manière de mener une enquête et d'élucider un crime. Cerise sur le gâteau, il y a quelques scènes d'action bien menées, tout particulièrement la séquence de fin, qui est un combat tendance martiale qui, sans atteindre le niveau des films hongkongais des années 80, est quand même très bien mené, bien chorégraphié, avec un côté assez réaliste dans la gestion des coups. Donc vraiment très sympa, un bon petit film qui devrait permettre de vous faire passer un bon moment. Quatrième recommandation, c'est Steel Rain, réalisé par Yang Woo-sok en 2017. Alors le film avait eu son petit buzz, mais je trouve qu'il mérite davantage que le petit buzz qu'il a eu, parce que c'est vraiment une très bonne réussite. Dans la vidéo que j'ai faite sur les Kerberos Panzer Corps, quand je parlais de Ilang the Wolf Brigade, je critiquais le fait que le scénario de réunification avec la Corée du Nord était totalement fantaisiste. Et bien, le scénario de politique fiction proposé par Steel Rain, dans lequel Kim Jong-un va du côté sud visiter une usine et se retrouve à être la victime d'un attentat fomenté par une faction concurrente de Corée du Nord, et ben, c'est un scénario qui, pour le coup, lui, fait sens. Il y a eu vraiment un soin apporté par le scénariste à faire en sorte que son histoire soit crédible. Et pour le coup, elle l'est. Et tout dans le film est crédible du début jusqu'à la fin. Donc il y a tout un tas de tractations qui ont lieu entre les Américains et les Coréens du Sud par rapport à la gestion de la crise, qui montrent bien les dynamiques de pouvoir qu'il y a entre les deux. Il y a vraiment une tentative générale dans le film d'apporter une réponse crédible à la question de ce qui se passerait si cette situation arrivait. Et c'est pas juste Kim Jong-un dégage, t'es bon, la voie est ouverte à la réunification. Enfin non, c'est beaucoup plus complexe que ça. La situation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, c'est une situation très compliquée, avec des points de convergence entre les deux pays, mais aussi un certain nombre de différences, ce qui fait que c'est très difficile pour les deux de traiter. Et donc tout ça, ça intervient dans ce qui se passe. Donc on a d'un côté un côté politique avec ces tractations qui ont lieu dans les hautes sphères, et à côté de ça, on a les personnages qui sont sur le terrain et qui essayent de sauver Kim Jong-un. C'est intéressant parce que ça pose la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de sauver quelqu'un comme Kim Jong-un. Mais on voit, ce qui montre le film, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de jeux de pouvoir qui ne sont pas forcément à l'avantage de la Corée du Sud, à l'avantage des Coréens du Nord, même avec l'absence d'un leader aussi néfaste que peut l'être Kim Jong-un. Enfin, c'est vraiment, on se retrouve un peu dans l'ambiance des films d'espionnage des années 70, un peu tendance les 3 jours du Condor, ce genre de truc. Il y a également une très bonne dynamique entre les deux acteurs principaux, Jung Woo-sung et Kwak Do-hwan. Personnellement, moi j'aime beaucoup Kwak Do-hwan, je trouve que c'est un peu, alors c'est pas gentil de le dire comme ça, mais c'est un peu un sous-Song Kang-ho. Dans le sens qu'il a un peu le même type de physique, mais c'est un très bon acteur. Vous le connaissez peut-être pour être l'acteur principal du film de Na Hong-jin, The Strangers. Il a souvent joué les rôles d'ordure, il l'a fait très bien, mais c'est un acteur qui a beaucoup plus de versatilité que ça, et dans Steel Rain, il a une des rares occasions de jouer un personnage positif, et je trouve ça très bien, parce qu'il le fait très bien, et je pense qu'il mérite un peu plus de reconnaissance qu'il n'a eu jusqu'ici. Donc ça fait plaisir de le voir dans ce type de rôle, et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée et avoir un peu plus de diversification dans ses personnages, et ne pas se retrouver à chaque fois enfermé dans les rôles de salauds de service. Alors dans un registre totalement différent, la 5e recommandation, c'est Extreme Job, réalisé par Lee Byung-hun en 2019. Alors Extreme Job, on est en fait dans une espèce de comédie un peu typée polar action, dans lequel une équipe de policiers un peu bras cassés, dans le cadre de son enquête, doit se la jouer undercover
et pour ce faire ouvre un restaurant de poulet frit. Alors si vous avez été en Corée ou bien si vous avez vu beaucoup de dramas ou de films coréens, vous êtes certainement au courant que en Corée on aime beaucoup le soir se retrouver à manger des poulets frits avec de la bière. Ça fait vraiment partie des classiques de la vie nocturne coréenne. Donc le concept du film s'inscrit vraiment bien dans la réalité de la Corée du Sud. Et évidemment, ça amène à tout un tas de situations délirantes, à tout un tas de situations un peu débiles. C'est très bien mené, c'est très sympa, c'est léger et très divertissant. Il n'y a pas de grande réflexion derrière, évidemment, hein, mais c'est un film très divertissant, très distrayant. La brochette d'acteurs fait vraiment le job très bien. Ils ont tous des personnalités un petit peu atypiques, un peu hautes en couleur, ce qui fait qu'ils sont assez rapidement très attachants. Et évidemment, il leur arrive tout un tas de problèmes qu'ils doivent essayer de gérer au fur et à mesure de l'intrigue. En plus, un peu comme pour Midnight Runners, la fin du film se termine par une grosse scène d'action qui, encore une fois, rappelle un petit peu ce que le cinéma de Hong Kong faisait dans les années 80, début 90, et qui est plutôt réussi. Donc. Sixième recommandation, c'est Innocent Witness, réalisé par Lee Han en 2019. Le concept du film, c'est une gamine autiste qui se retrouve à être témoin de ce qu'elle pense être un meurtre. Et donc l'avocat de la défense de la partie adverse, de la personne qui est donc accusée du meurtre, va essayer de détruire le témoignage apporté par la gamine. Donc évidemment, il va se créer un lien entre les deux. Et donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect à la fois film de procès, film de détective, pour savoir ce qui s'est passé réellement derrière le meurtre ou non qui est au centre du récit. Et puis évidemment, le plus intéressant, donc ça c'est plutôt bien fait, c'est sympa. Ça va pas révolutionner, hein, un côté un petit peu Hitchcockien, on va dire, bien fait, mais sans être révolutionnaire, évidemment, parce que le sujet a été quand même, c'est le genre de sujet qui a été rabâché de multiples fois. Mais le plus intéressant, je pense, c'est vraiment la relation qui se crée entre l'avocat et la gamine. C'est vraiment quelque chose de très touchant, très crédible, très réussi. Tout particulièrement grâce à la prestation de Kim Young-gi, que vous avez peut-être vu dans Along with the Gods. Vraiment, elle est bluffante dans le rôle de cette jeune autiste. Elle donne une prestation vraiment bouleversante, hein, on peut le dire. C'est excellente, vraiment excellente. Et ça apporte beaucoup, évidemment, pour la réussite du film. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que le film est intéressant. L'intrigue policière en elle-même est sympa, mais c'est pas incroyable. C'est vraiment la manière dont le réalisateur, Lee Han, se concentre sur ses personnages, les développe vraiment comme il faut, et crée les liens qu'il faut pour que nous, en tant que spectateurs, on soit attachés par rapport à ce qui se passe et qu'on soit beaucoup plus impliqués qu'on ne le serait dans le cadre d'un film, d'une histoire policière classique. Et enfin, la dernière recommandation de ces films sud-coréens récents, c'est Sva the Six Finger, réalisé en 2019 par Jung Jae-yoon. Sva the Six Finger, c'est un film d'horreur, mi-horreur, mi-ambiance thriller policière. Jung Jae-yoon, c'est quelqu'un qui visiblement aime beaucoup le fantastique, parce qu'il avait déjà réalisé quelques années avant The Priest, qui était une sorte de version coréenne de l'exorciste de William Friedkin. Il s'en était plutôt bien sorti sur le sujet. C'était un bon sous-exorciste en quelque sorte, mais évidemment il était quand même limité par le concept original qui était donc une reprise plus ou moins avouée de l'exorciste. Avec Svaz, Six Finger, je trouve qu'il peut davantage affirmer son style parce qu'on est dans un univers bouddhiste. On est dans un univers bouddhiste avec des sectes bouddhistes, avec un certain nombre de meurtres, donc c'est le classique investigation policière afin d'essayer d'élucider ce qui se passe avec un arrière-fond fantastique, comme on a pu en avoir par exemple dans un film comme Angel Heart d'Alan Parker. Et Jung Jae-yoon est vraiment capable de créer une ambiance pesante, une ambiance lourde. Alors l'intrigue est parfois un petit peu confuse, surtout au début parce qu'on suit trois personnages différents dont on a parfois du mal à connecter ce qui se passe entre eux, mais ça finit par se fluidifier au fur et à mesure, ça finit par converger dans le même sens évidemment, et finalement ça fait sens plutôt bien, c'est assez habile. Cette structure, quelque part, est un peu déroutante au début, mais ça vous oblige à rester concentré et on en tire les bénéfices dans le troisième acte du film.
Tout le côté bouddhiste apporte vraiment un folklore intéressant, original, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans nos films fantastiques judéo-chrétiens. Il est capable vraiment d'en tirer le meilleur. Il est capable de faire également un certain nombre de retournements de situation au fur et à mesure de l'intrigue pour conserver l'attention du spectateur. Donc une bonne petite réussite, ce Svaz, Six Finger. Si vous voulez un film d'horreur un peu tendu, un peu original, je vous le recommande très chaudement. Voilà, c'est terminé pour cette petite série de recommandations. N'hésitez pas à faire part de vos opinions dans les commentaires. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de proposer d'autres recommandations de films sud-coréens récents. Et je vous retrouve très bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.